Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'ensemble A suivant. C'est l'ensemble formé de toutes les fractions d'entiers, tous les rationnels, qui peuvent s'écrire comme quotient d'un nombre entier et d'un entier impair, donc de la forme petit a sur 2k plus 1, donc ce sont des rationnels, et petit a et k varient librement dans z. Notez que comme 2k plus 1 est impair, il ne peut pas valoir 0. Alors on va établir dans un premier temps que A muni des lois usuelles d'addition et de multiplication des fractions, et bien que c'est un anneau commutatif et unitaire. Ce sera même un anneau intègre. Dans un deuxième temps, on s'intéresse au groupe des éléments inversibles de l'anneau A. Et dans un troisième temps, on va s'intéresser aux idéaux I de A. Alors, plus précisément, on va montrer que tout idéal est principal, tout idéal de A. On va montrer que les idéaux de A forment une chaîne décroissante, donc I0, I1, I2, etc. Donc tout idéal I sera dans cette chaîne, et puis cette chaîne se termine avec l'idéal contenant uniquement 0. Et enfin, on s'intéressera donc pour chaque idéal I à l'anneau quotient A sur I, ce qui a un sens puisque l'anneau A est un anneau commutatif. Donc avant de démontrer que A est un anneau, on va regarder quelques éléments de A et hors de A. Donc par exemple, la fraction 42 cinquièmes est un élément de A puisque le dénominateur est impair. Attention, un dénominateur peut être pair pour une fraction et que cette fraction soit dans A. Par exemple, si je prends 12 dixièmes, bon, la fraction n'est pas simplifiée, elle vaut 6 cinquièmes, et sous cette forme, on voit que c'est un élément de A. Enfin, une fraction irréductible de dénominateur pair ne peut pas être dans A. Par exemple, 3 dixièmes n'est pas dans A. Parce que sinon, ça voudrait dire que 3 dixièmes pourrait s'écrire sous la forme A divisé par 2k plus 1, où A et K sont des entiers. Et à ce moment-là, si je fais le produit en croix, je vois que 3 facteurs de 2k plus 1 est égal à 10A. Et ça, à gauche, c'est congru à 1 modulo 2, c'est un entier impair, tandis que 10A est un entier pair, et donc ça, c'est pas possible. Dernier point intéressant à observer, l'anneau Z est inclus dans A, puisque tout entier n s'écrit n sur 1, et le dénominateur 1 est impair. Bien maintenant, on va montrer que A est un anneau unitaire pour les lois usuelles. En réalité, on va montrer que A est un sous-anneau de l'anneau Q, puisqu'il est évident que A est inclus dans Q. Donc pour ce faire, on va commencer par montrer que moins 1 est un élément de A, et ça c'est acquis puisque on a vu que Z était inclus dans A. Maintenant, on se donne deux éléments, disons x égale petit a sur 2k plus 1 et y égale petit b sur 2l plus 1, donc deux éléments de A. Ici, A, B, K et L sont des entiers. Et on va montrer que x plus y ainsi que xy appartient à A. Commençons par le moins simple. X plus y s'écrit donc A sur 2k plus 1 plus B sur 2l plus 1. Je réduis au même dénominateur. Le dénominateur commun, ce sera donc 2k plus 1 facteur de 2l plus 1. Et puis je vais avoir ici un entier. Et donc je peux en fait répondre immédiatement puisque le produit de deux nombres impairs est un nombre impair. Donc j'en déduis que ceci est congru à 1 modulo 2 et par conséquent j'en déduis que x plus y est bien dans A. Pour xy c'est exactement pareil mais plus simple puisque je vois tout de suite que xy est égal à AB sur 2k plus 1 facteur de 2l plus 1 et donc le même argument s'applique et j'en déduis que le produit xy appartient à A. Au total, on a bien montré que A était un anneau commutatif et comme A est inclus dans Q,
A est même un anneau intègre. Comme bien souvent lorsqu'on a un anneau, on s'intéresse au groupe des éléments inversibles. Donc qu'est-ce que c'est que ce groupe? Eh bien c'est l'ensemble des éléments Q de A pour lesquels il existe Q' appartenant à A, tel que le produit QQ' vaille le neutre multiplicatif, c'est-à-dire 1. Donc procédons par analyse synthèse. Déjà partons d'un élément Q appartenant à U de A. Donc je vais supposer que Q, comme il est dans A, il s'écrit sous la forme A divisé par 2K plus 1, où petit a et K sont des entiers. Donc par hypothèse, je sais qu'il existe un certain Q' appartenant à A, tel que QQ' soit égal à 1, autrement dit tel que A sur 2K plus 1 multiplié par Q' soit égal à 1. J'en déduis que je n'ai pas le choix. Q' s'il existe, eh bien c'est 2K plus 1 divisé par A, étant entendu que A est forcément différent de 0, puisque sinon j'aurais dans cette égalité, j'aurais 0 égale 1. Maintenant, on va montrer que petit a est forcément impair. En effet, faisons l'hypothèse que A soit pair. Alors, comme Q' appartient à A, ainsi que c'est écrit, ça veut dire que Q', qui est égal donc à 2K plus 1 sur A, va pouvoir s'écrire petit b sur 2L plus 1 pour un certain b et un certain L entier. En faisant le produit en croix dans cette égalité, je vois que 2K plus 1 multiplié par 2L plus 1 est égal à AB. À gauche, j'ai le produit de deux nombres impairs, donc c'est un entier impair. Et j'en déduis donc que le produit AB est forcément impair. Et donc j'en déduis que A est impair. Donc ceci veut dire que Q s'écrit sous la forme 2M plus 1 sur 2K plus 1. Maintenant, faisons la synthèse. On vient de voir qu'un élément inversible est forcément de cette forme-là. Donc je considère Q égale 2M plus 1 sur 2K plus 1, où M et K sont des entiers. À ce moment-là, 1 sur Q existe, hein, ça ne peut pas être nul, et s'écrit 2K plus 1 sur 2M plus 1. Je vois donc que c'est un élément de A, et j'ai Q multiplié par 1 sur Q qui vaut 1. Donc ceci prouve que Q appartient au groupe des éléments inversibles. Et à cause de l'inclusion inverse, eh bien, on voit que l'ensemble des éléments inversibles de l'anneau A, c'est l'ensemble des 2M plus 1 sur 2K plus 1 lorsque M et K parcourent Z librement. Maintenant, on s'intéresse aux idéaux de A, donc soit I, un idéal de A. Alors on a vu que dans A, il y avait le sous-anneau Z. Donc voici A, et quelque part, j'ai Z comme sous-anneau. Et puis je vais tracer en vert notre idéal, donc disons ici, notre idéal de A, I. Et en fait, je vais m'intéresser à l'intersection de I et de Z. Donc je vais appeler J l'intersection de I et de Z. Donc je pose J égale intersection de I et de Z, et j'affirme que J est en fait un idéal de Z. Bon, il est bien clair que J est inclus dans Z. Alors pourquoi cela? Eh bien 0 appartient à J car 0 appartient à I parce que I est un idéal de A, et puis évidemment 0 est un entier. Ensuite, considérons deux éléments x et y appartenant à J, et montrons que x plus y appartient à J. Alors, comme x et y appartiennent à J, c'est que x et y appartiennent à I, parce que, évidemment, J est inclus dans I. Comme I est un idéal, eh bien, j'en déduis que x plus y appartient à I. De même, x et y étant dans J, ils sont des entiers, et évidemment, j'en déduis que la somme x plus y est encore un entier. Donc de tout cela, eh bien, je déduis que x plus y appartient à J.
Maintenant, on veut montrer que J est un idéal de Z. Donc, je vais prendre un entier K dans Z et je vais prendre un élément X appartenant à J et je vais regarder si Kx appartient à J. Alors, comme K est un entier, on a vu que les entiers étaient dans A. Donc K appartient à A. X est un élément de J, donc par inclusion, X est un élément de I. Et comme I est un idéal de A, eh bien, quand je fais le produit Kx, eh bien, j'obtiens un élément de I, puisque I est fortement stable en tant qu'idéal de A. Bon, de même, K étant un entier, et puis X étant un élément de J, c'est un entier, il en résulte que Kx est un entier. Donc finalement, il apparaît que Kx appartient à I inter Z, autrement dit à J. Et par conséquent, on vient de prouver que J est fortement stable. Donc de tout cela, je peux déduire que J est effectivement un idéal de l'anneau Z. Bien, maintenant, je rappelle que tout idéal de Z est principal. Donc en particulier, J est un idéal de Z, donc ça veut dire qu'il existe un entier naturel N, tel que J soit l'idéal donc de l'anneau Z, ce que je vais écrire comme ça en indice, engendré par N, cet ensemble n'étant rien d'autre que ce qu'on écrit habituellement sous la forme NZ. Maintenant, comme on le voit, N appartient à J, mais J est inclus dans I. Donc ça veut dire que si je regarde l'idéal de A engendré par N, donc que je vais écrire comme ceci, et bien comme I est un idéal de A, par expansion, je vois que donc l'idéal de A engendré par N est inclus dans I. Et maintenant, on va montrer l'inclusion inverse. Pour cela, on va prendre un élément, disons, X appartenant à I. Donc X, comme il est dans I, il est dans A, il va s'écrire sous la forme A divisé par 2k plus 1, mais c'est un élément de I. Donc je vois que si je multiplie x par 2k plus 1, donc si je fais 2k plus 1 x, j'obtiens A. Or, 2k plus 1, c'est un entier, et donc on a vu que Z était inclus dans A. Par conséquent, ici, je fais le produit d'un élément de l'idéal I par un élément de A, et je sais que le produit, par forte stabilité, est encore dans I. Donc j'en déduis que petit a appartient à I. Mais ici, je ne l'avais pas précisé, mais A et K sont des entiers. A est un entier et A est dans I, donc A est dans I inter Z. Et l'intersection de I et de Z, c'est J, qui est un idéal de Z, et qu'on avait vu être engendré par l'entier N. Il en résulte que notre élément petit a, il va s'écrire pour un certain entier Q, il va s'écrire N multiplié par Q. Et si je reviens à X, eh bien, je vois que X va s'écrire NQ sur 2K plus 1. Donc ça, je vais le réécrire N multiplié par Q sur 2K plus 1. L'élément qui est ici, c'est une fraction de deux entiers. Q est un entier, c'est écrit ici, et de dénominateur impair. Donc ça, c'est un élément de A. Et le membre de droite est donc le produit de N et d'un élément de A. Donc ça, par définition d'un idéal principal, ça appartient à l'idéal principal engendré par N, vu comme un idéal de A. Or, le x que nous avions choisi dans I est arbitraire, donc j'en déduis que, en fait, tout l'idéal I est inclus dans l'idéal de A engendré par N. Et ça, c'est ce que nous voulions prouver. Comme nous avions établi l'autre inclusion, eh bien, on en déduit que I est tout simplement l'idéal de A engendré par N, et on voit en particulier que I est un idéal principal de A. Donc on a vu à l'instant que tout idéal I de A était engendré par un certain entier naturel N.
Alors je vais mettre à part le cas n égale 0, parce qu'à ce moment-là, i c'est l'idéal trivial réduit à 0. Donc désormais, je suppose n différent de 0 et même n strictement positif. Alors je rappelle le résultat suivant. Si n est un entier strictement positif, alors je peux factoriser grand N en le produit d'une puissance de 2, donc disons 2 puissance petit n, multiplié par un nombre impair. Donc ici, petit n appartient à n et k est un entier naturel. Donc ici, je vais l'appliquer à notre générateur n, ça veut dire que i, donc qui est l'idéal engendré par n, c'est donc l'idéal engendré par 2 puissance n multiplié par 2k plus 1. Or, 2k plus 1 est un inversible. En effet, 1 sur 2k plus 1, eh bien, c'est le quotient de deux entiers impairs. Et d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, ça appartenait au groupe des éléments inversibles de l'anneau A. Donc ça veut dire en particulier que 2k plus 1 est un élément inversible de l'anneau A. Et je sais à ce moment-là que je peux diviser le générateur de puissance n u par u sans changer l'idéal. Donc j'en déduis que i est égal à l'idéal de A engendré par 2 puissance n. Alors je vais donner un nom à cet idéal engendré par 2 puissance n, où n est un entier naturel. Je vais l'appeler i indice n. Alors vu sous cette forme, on voit que les idéaux i de A forment une chaîne plus précisément. I0, donc c'est l'idéal engendré par 2 puissance 0. 2 puissance 0, c'est 1, c'est un inversible. Donc ça c'est A tout entier qui contient l'idéal engendré par 2, donc I1, qui est l'idéal engendré par 2, et ainsi de suite. Et puis tout cela jusqu'à l'idéal trivial contenant uniquement 0. Donc plus précisément, on va montrer que l'idéal engendré par 2 puissance n plus 1 est inclus dans l'idéal engendré par 2 puissance n. Je parle d'idéaux de A. En effet, je vais partir de 2 puissance n plus 1. 2 puissance n plus 1 s'écrit 2 puissance n multiplié par 2, qui est en fait 2 sur 1. Donc je vois que par définition d'un idéal principal, je vois que cet élément appartient à l'idéal de A engendré par 2 puissance n, puisque cet élément appartient à A. Comme à droite, ici, j'ai un idéal de A, eh bien, par expansion, j'en déduis que l'idéal engendré par cet élément, donc l'idéal de A engendré par 2 puissance n plus 1, est une partie de l'idéal en question, donc de l'idéal engendré par 2 puissance n. Et ceci prouve l'inclusion annoncée. Autrement dit, que I indice n plus 1 est inclus dans IN. Maintenant, montrons que l'inclusion est stricte. Donc si on avait IN plus 1 qui était égal à IN, ça voudrait dire que l'élément 2 puissance n qui appartient à IN serait donc dans IN plus 1. Donc je déduirais que 2 puissance n appartient donc à IN plus 1 qui est l'idéal engendré par 2 puissance n plus 1, idéal de A. Donc ça voudrait dire que 2 puissance n appartiendrait donc à l'idéal principal engendré par 2 puissance n plus 1. Donc il s'écrit 2 puissance n plus 1 multiplié par un certain élément de A que je vais écrire sous la forme petit a sur un dénominateur impair de k plus 1. Donc ici A et k sont des entiers. Donc je vois que je peux simplifier par 2 puissance n. Et je me retrouve avec, en faisant produit en croix, 2k plus 1 est égal à 2a. Et ça c'est absurde puisque 2k plus 1 est impair et 2a est pair puisque a est un entier. Donc ça veut dire que l'hypothèse que j'avais faite, à savoir que IN et IN plus 1 pouvaient être égaux, est absurde. Par conséquent, comme annoncé, l'inclusion est stricte. Donc je considère à nouveau l'idéal IN, l'idéal de A engendré donc par 2 puissance n, où n est un entier naturel. Et on s'intéresse donc à l'anneau quotient A sur IN. Donc pour ça, on va introduire une application phi
qui va de l'anneau A dans l'anneau quotient Z sur 2 puissance n Z et qui a un élément de A, s'écrit sous la forme A sur 2k plus 1, où A et K sont des entiers. On va lui associer l'élément suivant de Z sur 2 puissance nZ, donc la classe de A, multiplié par l'inverse de la classe de 2k plus 1 dans Z sur 2 puissance n Z. Donc ceci nécessite une petite précision, soit la classe de x un élément inversible de l'anneau Z sur 2 puissance n Z. Alors d'après un théorème du cours, je sais que ça c'est équivalent à dire que le PGCD de x et de 2 puissance n est égal à 1. Alors je vais supposer que n est supérieur ou égal à 1 pour ne pas avoir à traiter le cas n égale 0. Et ça veut dire que 2 puissance n admet pour seul diviseur premier 2. Donc x et 2 puissance n seront premiers entre eux si et seulement si 2 ne divise pas x. Autrement dit, si x est impair. Donc ça explique que je puisse parler de l'inverse de la classe de 2k plus 1 dans l'anneau Z sur 2 puissance n Z. La définition de phi pose un problème. Tout élément de A peut bien s'écrire sous la forme A sur 2k plus 1 avec A et K entiers, mais cette expression n'est pas unique. Donc imaginons que j'ai une autre expression de A sur 2k plus 1 sous la forme B sur 2L plus 1. Il faut que je montre que, pour que l'application phi soit bien définie, que la classe de A multipliée par l'inverse de la classe de 2k plus 1 est égale à la classe de B multipliée par l'inverse de la classe de 2L plus 1. Or, c'est en effet le cas. Si je regarde cette égalité et que je fais le produit en croix, je vois que A multiplié par 2L plus 1 est égal à B multiplié par 2K plus 1. Et si je passe aux classes dans Z sur 2 puissance n Z, je vois donc que la classe de A multipliée par la classe de 2L plus 1 est égale à la classe de B multipliée par la classe de 2K plus 1. Comme les classes de 2L plus 1 et de 2K plus 1 sont inversibles, je peux multiplier, et si je multiplie de part et d'autre par les inverses, eh bien j'obtiens exactement la relation qu'il fallait démontrer. Donc l'application phi est bien définie. Maintenant qu'on a montré que phi existait, on va prouver que phi est un morphisme d'anneau, et une fois qu'on aura prouvé cela, on appliquera le théorème d'isomorphisme, et on obtiendra que le quotient A sur I, donc où I est l'idéal engendré par 2 puissance n, est en fait isomorphe à l'anneau quotient Z sur 2 puissance n Z. Donc montrons que phi est un morphisme d'anneau. Commençons par le plus simple, pour le produit. Donc si je regarde l'image par phi du produit de A sur 2K plus 1 multiplié par B sur 2L plus 1, avec des notations évidentes, hein, A, B, K et L sont des entiers, eh bien ça fait phi de AB sur 2K plus 1 multiplié par 2L plus 1, et ça, par définition de phi, hein, ceci est un nombre impair, eh bien ça fait la classe de AB multipliée par l'inverse de la classe de 2K plus 1 multiplié par 2L plus 1. Donc ça, on le voit dans le groupe des éléments inversibles de l'anneau Z sur 2 puissance n Z. Et dans ce groupe, l'inverse d'un produit, c'est le produit des inverses. Donc l'élément qui est ici, c'est l'inverse de la classe de 2K plus 1 multiplié par l'inverse de la classe de 2L plus 1. Et puis, à cause de la loi quotient, la classe de AB, c'est la classe de A multipliée par la classe de B. Par commutativité et associativité, je peux regrouper ces deux éléments-ci, et je peux également regrouper ces deux éléments-là. Et donc, j'observe que j'obtiens phi de A sur 2K plus 1 multiplié par phi de B sur 2L plus 1. Faisons la même chose pour l'addition. Donc je vais regarder phi de la somme
de A sur 2K plus 1 plus B sur 2L plus 1. Donc je réduis au même dénominateur, j'obtiens au numérateur A facteur de 2L plus 1 plus B facteur de 2K plus 1. Et puis divisé par le produit 2K plus 1 multiplié par 2L plus 1. Comme le dénominateur ici est impair, je peux appliquer la définition de phi, et c'est donc la classe du numérateur, donc A facteur de 2L plus 1 plus B facteur de 2K plus 1, multiplié par la classe de 2K plus 1 multiplié par 2L plus 1, dont je prends l'inverse. Donc en faisant le même raisonnement que ci-dessus, en appliquant donc les lois quotient, je vois que le premier facteur se réécrit classe de A multiplié par classe de 2L plus 1, plus classe de B multiplié par classe de 2K plus 1, multiplié par l'inverse de la classe de 2K plus 1, et multiplié par l'inverse de la classe de 2L plus 1. Donc dans l'anneau quotient, je n'ai plus qu'à distribuer, et à ce moment-là, je vois que la classe de 2L plus 1 multipliée par son inverse va donner la classe de 1, et donc il va me rester comme premier terme de la somme la classe de A multipliée par l'inverse de la classe de 2K plus 1, et de même comme deuxième terme, la classe de B multipliée par l'inverse de la classe de 2L plus 1. Dans le premier terme, je reconnais phi de A sur 2K plus 1, et dans le deuxième terme, phi de B sur 2L plus 1. Donc on a bien prouvé que phi respectait la loi d'addition sur les deux anneaux. Pour finir, il reste à montrer que l'image du neutre de A est égale au neutre de Z sur 2 puissance n Z. Donc on regarde phi de 1, phi de 1 c'est phi de 1 sur 1, et donc par définition de phi, ça va nous faire la classe de 1 multipliée par la classe de l'inverse de 1, et ça dans Z sur 2 puissance n Z, eh bien ça nous fait la classe de 1 multipliée par la classe de 1, ce qui fait la classe de 1. Donc phi envoie bien le neutre de l'anneau de départ sur le neutre de l'anneau d'arrivée. Donc j'en conclus que phi est un morphisme d'anneau. Bien, comme on cherche à appliquer le théorème d'isomorphisme, on va chercher le noyau de phi. Donc on considère un élément de l'ensemble de départ sous la forme A sur 2K plus 1, et on regarde à quelles conditions il appartient au noyau de phi. Donc par définition, ça veut dire que phi de A sur 2K plus 1 est égal au neutre additif de Z sur 2 puissance n Z, c'est-à-dire la classe de 0. Donc ça se réécrit encore par définition de phi, la classe de A multipliée par l'inverse de la classe de 2K plus 1, qui vaut donc la classe de 0. Comme cet élément, l'inverse de la classe de 2K plus 1 est inversible, eh bien évidemment, l'égalité qui est ici est équivalente tout simplement à classe de A égale la classe de 0. Et ça, c'est équivalent à dire qu'il existe un certain Q entier tel que A s'écrive 2 puissance n Q. J'en déduis donc que le noyau de phi, qui est l'ensemble des A sur 2K plus 1, va s'écrire l'ensemble des 2 puissance n Q sur 2K plus 1, lorsque donc Q et K parcourent Z. Donc comme cet élément s'écrit 2 puissance n multiplié par Q sur 2K plus 1, et que cet élément appartient à A puisque c'est une fraction avec un dénominateur impair, eh bien je vois que le noyau de phi n'est autre que l'idéal de A engendré par l'élément 2 puissance n. Cherchons maintenant l'image de phi. Donc j'ai rappelé comment phi est défini. Montrons que phi est surjective. Donc pour ça, je vais me donner un petit m entier et je vais considérer la classe de petit m. Et d'après la définition ci-dessus, il est immédiat que la classe de m, eh bien, c'est tout simplement phi de m sur 1, puisque par définition, 1 étant un dénominateur impair,
Eh bien ça, c'est la classe de M multipliée par l'inverse de la classe de 1. Et l'inverse de la classe de 1, c'est la classe de 1. Donc j'obtiens la classe de M comme annoncé. Donc finalement, on vient d'établir que l'image de phi, c'est Z sur 2 puissance N Z. Donc phi est un morphisme d'anneau, on connaît son noyau, on connaît son image, on va donc appliquer le théorème d'isomorphisme. On en déduit donc que le quotient de A par le noyau de phi est isomorphe à l'image de phi. On avait vu que le noyau de phi, c'était l'idéal de A engendré par 2 puissance n, et on a vu que phi était surjective, en sorte que l'image de phi, c'était z sur 2 puissance n z. J'en déduis donc que A quotienté par l'idéal engendré par 2 puissance n est isomorphe à z sur 2 puissance n z, ce qui répond à la question de l'anneau quotient A sur I.